Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 28 mars 2022 dont voici les principaux titres. Le président de la République pointé du doigt dans l'octroi illégal des marchés publics. Les détails, c'est dans quelques instants. Et la nourriture est insuffisante dans différentes prisons du pays. Les détenus alertent et à suivre également au cours de ce journal dans lequel nous allons également évoquer les conséquences de l'expulsion des vélos, motos et tuk-tuk hors de la ville de Bujumbura. Dans quelques instants, le développement. Je vous le disais dans les titres, les détenus incarcérés dans différentes prisons centrales du Burundi disent qu'ils risquent de mourir de faim. À Gitega et à Muramvya, ils déplorent le manque de farine de manioc. En Ngozi, c'est le bois de chauffage qui manque. Emmanuel Niungeko. Certains crient que la faim va empirer la situation, d'autres disent qu'ils ne pourront pas survivre sans recevoir de la farine. Il s'agit de détenus incarcérés dans la prison centrale de Gitega qui indiquent qu'ils ne mangent pas de la pâte depuis une semaine à cause du manque de la farine de manioc ou du maïs. Nos sources au sein de cette maison carcérale font savoir que c'était jeudi le 17 mars, la dernière fois qu'ils ont été servis en farine, en lot qui devrait les nourrir pour 4 jours, c'est-à-dire jusqu'à lundi de la semaine dernière. À la prison centrale de Muramvya, c'est plutôt pire. Les informations sur place indiquent que les détenus viennent de passer au moins 2 semaines sans recevoir de la farine de manioc. Nos sources révèlent qu'il ne reste plus que des haricots à ces prisonniers pour se nourrir. La RPA a pu s'enquérir aussi de la situation qui prévaut dans la prison centrale d'Ongozi. Là-bas, la nourriture y est, mais les détenus indiquent qu'ils viennent de passer 2 jours sans se nourrir des haricots suite au manque de bois de chauffage pour cuire cette denrée. Une poignée de détenus se trouvant dans cette prison parvient à payer du charbon pour cuire cet aliment de base. Les détenus de ces 3 prisons surcitées demandent aux autorités habilitées de leur venir en aide avant qu'il ne soit trop tard. Parlons justice internationale à présent. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a décidé la recevabilité des plaintes des victimes burundaises déposées par leurs avocats contre l'État du Burundi dans un atelier organisé par la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale CBCPI qui accompagne certaines victimes devant certains mécanismes de protection des droits humains dans le but de les informer sur le fonctionnement de cette commission. Maître Germain Barichako, ancien secrétaire exécutif de cette commission africaine, a indiqué que l'étape suivante sera celle d'envoyer les plaintes à l'État du Burundi pour qu'il s'explique. Il faut que je vous dise que si les conditions ne sont pas remplies pour la saisine, le dossier est rejeté. Il est clos à ce moment-là. Alors, au niveau de la recevabilité, là, un travail plus sérieux commence. Une fois que la commission se saisit d'une plainte, le plaignant est informé de cette décision et l'État cité est également informé de cette décision et le plaignant est invité à présenter des informations supplémentaires, des observations pour prouver que la plainte remplit les conditions de recevabilité. Et quand le plaignant envoie ses observations, celles-ci sont alors communiquées à l'État. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on appelle la procédure contradictoire est initiée. C'est comme devant un tribunal. Alors, il y a des échanges d'observations entre le plaignant et l'État cité jusqu'à ce que le secrétariat voit que tous les éléments nécessaires sont à sa disposition pour mettre le dossier à l'ordre du jour de la session de la commission. Parce que toutes ces questions s'examinent au cours des sessions ordinaires et parfois au cours des sessions extraordinaires. En raison du volume important de dossiers, il arrive que la commission tienne des sessions extraordinaires pour examiner uniquement les communications. Au cours de cet atelier, il était également prévu d'informer les victimes sur l'avancée de leur dossier au sein de la Cour pénale internationale. Olivier Randon, qui est membre de la greffe de la CPI, indique que même s'il y aurait des mandats d'arrêt déjà délivrés, ils seraient sous scellés pour faciliter leur exécution et ces informations ne sont pas d'habitude rendues publiques, a-t-il ajouté.
La question qui m'a été posée est celle de savoir si, d'abord, où en est la CPI avec le traitement des enquêtes au Burundi. Ce que je peux dire, c'est que je crois me rappeler que quand le bureau du procureur a ouvert son enquête concernant le Burundi, une de ses déclarations était de dire qu'il entame un processus qui prendra du temps pour rassembler les éléments de preuve requis. Il fallait probablement anticiper que les enquêtes durent plusieurs années. C'est un constat que on retrouve dans les autres procédures qu'il y a devant la Cour pénale internationale. La complexité des enquêtes, je dirais aussi les difficultés opérationnelles que rencontre la Cour, voire enquêter effectivement dans les pays qui sont visés par ces enquêtes, font que ces procédures prennent beaucoup plus de temps, je dirais, que ce qu'on est habitué dans les procédures nationales. Ensuite, le deuxième facteur que l'on retrouve, c'est que la Cour pénale internationale n'a pas une police internationale. Elle repose aussi sur la coopération des États partis, qui sont partis au statut de Rome, et donc pour les États qui ne sont pas partis, qui ont refusé sa compétence, ça peut présenter des défis pour la Cour de pouvoir, par exemple, exécuter un mandat d'arrêt d'une personne qui ne se trouve pas sur son sol. Je dis ça pourquoi? Parce que même si le bureau du procureur n'a pas rendu en tout cas public de mandat d'arrêt, c'est une information que je n'ai pas, mais il est possible aussi qu'il y ait des mandats d'arrêt qui aient été déjà délivrés de manière sous scellé, et pour des raisons qui appartiennent au bureau du procureur, pour faciliter l'exécution de ces mandats d'arrêt, ce ne sont pas des informations qui sont connues du public. Il est clair que le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye est à la tête d'un groupe qui viole sciemment la loi dans l'octroi des marchés publics à la Régie des eaux. Autre chose, ces marchés sont en train d'être accordés aux personnes proches du parti CNDD-FDD. Les détails avec Éloge Divin, Remèche. Un marché d'achat des tuyaux et accessoires utilisés dans les services de l'eau au sein de la Régie des eaux et ayant une valeur de 2 milliards 800 millions de francs burundais a été octroyé à une usine nommée BRA Manufacturing, originaire de l'Inde, sans qu'il y ait concurrence via un appel d'offres. Cette usine est représentée au Burundi par l'apôtre Jean-Paul Manirakiza, plus connu actuellement dans le monde du basketball comme président de la fédération de ces disciplines au Burundi. Apôtre Jean-Paul Manirakiza est également un proche collaborateur de Révérien Dikouliyo, actuel secrétaire général du parti CNDD-FDD. C'est cette collaboration entre ces deux hommes qui aurait fait que ce marché soit accordé à la BRA Manufacturing selon des sources de la RPA. Ce marché délivré illégalement fait partie d'autres marchés dont la valeur est estimée à 50 milliards de francs burundais. Nos sources indiquent que ces marchés ont petit à petit été délivrés en violation de la loi aux proches du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En effet, à part le marché octroyé illégalement à l'usine BRA Manufacturing, un autre marché pour les équipements électriques serait sur le point d'être donné à une usine tanzanienne dénommée Kilimanjaro Cables Limited. Selon nos sources, le deal pour ce marché serait joué par l'ancien directeur général de la Régie des eaux, Libéran Fumukeko, membre du parti au pouvoir et ancien secrétaire général de l'EAC. Ce dernier a des relations d'amitié avec les responsables de cette usine tanzanienne. L'autre marché qui manifestement comporte beaucoup de magouilles et qui a une valeur de 3 milliards 800 millions a été proposé par le directeur général de la Régie des eaux, Major Jean-Albert Manigomba, dans un appel d'offres restreint où 3 sociétés avaient fait le dépôt de leur dossier d'offres. Après enquête, la RPA a découvert que les 3 sociétés dont Major Manigomba présentaient comme concurrentes dans un même appel d'offres appartenaient à une seule et unique personne, à savoir Juvenal Sakourou, un homme d'affaires réputé proche du CNDD-FDD. Sur ces marchés publics délivrés illégalement, les sources de la RPA indiquent être sidérées de voir que le directeur général de la Régie des eaux, le ministre de l'Énergie, le ministre des Finances, ainsi que le directeur national de contrôle des marchés publics, tous approuvent l'octroi illégal de ces marchés sous prétexte qu'ils mettent en application les recommandations d'Evariste Ndayishimiye, issues de la retraite gouvernementale de 2021. Une retraite qui avait tout simplement recommandé à la Régie des eaux de ne plus passer par des intermédiaires pour s'approvisionner. Pour nos sources donc, une recommandation ne pourrait en aucune façon remplacer une loi en vigueur. À ce propos, la RPA a appelé Evelyne Rutoyi,
Boy, porte-parole du président de la République, mais elle n'a pas décroché son téléphone. Les conséquences dues à la mesure du ministre de l'Intérieur d'interdire les vélotaxis, mototaxis et tuk-tuk d'accéder dans presque tous les quartiers de la mairie de Bujumbura continuent à se manifester. Dans certains quartiers, les prix du lait et du charbon ont sensiblement grimpé. Le point avec Aimable Nishimwe. Les habitants de la capitale économique Bujumbura, qui se sont entretenus avec la RPA, mettent en exergue les conséquences de la mesure du ministre de l'Intérieur, qui vient de la Kobucha, d'interdire les taxis vélos d'accéder dans presque tous les quartiers de la municipalité de Bujumbura. Ici, l'on notera la hausse des prix de certaines denrées. À titre illustratif, le lait et le charbon ont connu une hausse comprise entre 300 et 600 francs burundais, comme en témoignent ce citoyen de la zone Nyakabiga en commune Mukaza. Le charbon qui coûtait 500 francs chez les détaillants coûte aujourd'hui 700 ou 800 francs burundais. Pour le lait, le litre est passé de 1400 à 2000 francs burundais. Il s'agit d'une majoration comprise entre 500 et 800 francs. Telles sont les conséquences de l'interdiction des vélos d'accéder dans les quartiers. Les vélos servaient à transporter ces marchandises à partir de Bugarama, par exemple, vers ici, dans la capitale. Les habitants de la mairie de Bujumbura accusent le gouvernement de leur avoir serré les taux autour du cou. C'est scandaleux car la situation est identique dans presque tous les quartiers. Quand allons-nous sortir de cette misère? On devait se confier au gouvernement, mais c'est ce même gouvernement qui nous opprime. Cette mesure du ministre de l'Intérieur a été critiquée et rejetée par la population, les députés et les membres de la société civile burundaise. Cette mesure est également dénoncée par l'Église catholique. Dans son homélie de ce dimanche, le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Joachim Nahondereye, a indiqué que cette mesure risque d'entraîner des divisions entre les riches et les pauvres. Suivez plutôt Monseigneur Joachim Nahondereye, il est président de la conférence épiscopale, en même temps évêque du diocèse de Muyinga. En Jésus-Christ, son Fils, Dieu veut accomplir en nous ce que dit la parole du Père miséricordieux. Quand nous brillons par la division, Dieu, lui, nous rassemble et nous appelle ses enfants en nous rappelant que nous avons les mêmes droits. Nous avons été tous choisis de la même façon, sans considération de race ou d'origine, que ce soit les juifs ou les non-juifs, les aînés ou les cadets, les blancs ou les noirs, les Russes ou les Ukrainiens, les riches ou les pauvres. Pourtant, ici à Bujumbura, nous assistons à des grognes et lamentations de la part des usagers et des transporteurs des biens des personnes à bord des tuk-tuk, des motos et des vélos au sujet du soi-disant médicament amer qu'ils ont été contraints d'avaler. Certains parmi les plaignants indiquent que ce soi-disant médicament octroyé de force va déclencher des divisions entre les riches et les pauvres. Cette triste maladie divisionniste continue à prendre racine chez nous sous plusieurs formes. Le Seigneur a donc raison de nous partager cette parole en nous invitant à être de bons serviteurs prêts à être guidés par lui. Voilà, c'est Monseigneur Joachim Nahondereye, président de la conférence épiscopale. Et après l'expulsion des vélotaxis, mototaxis et tuk-tuk loin de la ville de Bujumbura, les commerçants transporteurs de petites marchandises sont actuellement visés. Selon le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gelaz Ndabirabe, ces commerçants n'ont aucune utilité pour le pays. Le point avec Josiane Mouzanez. Pour justifier la raison qui a fait que le gouvernement chasse les motos et tricycles dans la capitale économique Bujumbura, Gelaz Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale, explique que ces motos et tricycles causent beaucoup d'accidents puisque les conducteurs sont des satanistes.
Certains fréquenteraient les ténèbres. Comment pourrais-tu conduire une moto ou tricycle sans avoir de documents qui ne fait que causer des accidents aux gens et ressent toutes les victimes et collectivités pour les ténèbres? Quelqu'un nous a fait un témoignage d'une femme qui fréquentait les ténèbres et vendait plus de 300 motos. Même si l'on incendiait ces 300 motos, le lendemain, cette femme se procurait d'autres 300 motos et même plus. Selon le président de l'Assemblée nationale, actuellement, il est question d'évincer les commerçants de petits articles qu'ils importent de la sous-région, des commerçants qu'ils jugent inutiles pour la société burundaise. Aucun pays au monde n'a prospéré grâce à des boutiques. Ces boutiques n'ont aucune importance pour le pays. Les cultivateurs de pommes de terre sont plutôt bénéfiques pour le pays. C'est lui le grand patron dont le pays a besoin. Celui qui récolte le maïs et les pommes de terre et qui les vend dans sa boutique est le plus intéressant pour le pays. Mais celui qui entretient une boutique qui contient des biscuits importés à partir de l'Ouganda n'a aucune importance et il ne fait que consommer et se prélasser dans le luxe. Quelle utilité de celui qui importe des postes de radio et des clous? Mais il se pavane dans les rues et croit que c'est un grand entrepreneur alors qu'il n'en est rien. Le président de l'Assemblée nationale a tenu ses propos à Kayanza, sa province natale. Dans un instant, nous nous rendons à Kirundo. Le conflit ouvert entre deux leaders du parti au pouvoir en province de Kirundo, à savoir Jean-Baptiste Nzigamasabo, dit Gihahe, et Anastase Manirambona, serait à l'origine de l'humiliation de l'administrateur de Busoni ce vendredi. L'ex-administrateur de Busoni, Dismas Nsavimana, a été destitué par le président de l'Assemblée nationale, Gelaz Ndabirabe, au cours d'une réunion des responsables de ce parti en province Kirundo. Inès Gakiza nous en dit plus. Lors de cette réunion des responsables du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, les membres de ce parti pro-Anastase Manirambona ont été intimidés par le président de l'Assemblée nationale, Gelaz Ndabirabe. Plutôt ceux du côté de Jean-Baptiste Nzigamasabo Digiahe ont été chouchoutés. Depuis 4 ans, les deux cadres du parti de l'Aigle se regardent en chien du faïence. Selon des sources proches de ce parti, depuis qu'Anastase Manirambona a été élu commissaire chargé de l'idéologie au sein du parti CNDD-FDD, il a voulu s'imposer pour avoir le dernier mot lors des recrutements et attributions des postes au détriment du surnommé Gihahe. Cette situation a changé depuis que Révérien Dikouliyo est devenu le patron du parti CNDD-FDD vu qu'il entretient de bonnes relations avec le surnommé Gihahe. C'est ainsi que lors de la dite réunion, Gelaz Ndabirabe s'en est pris à l'administrateur de Busoni, un pro-Anastase, en l'accusant d'insubordination et de malversation des fonds communaux. Après avoir été sommé de quitter la salle de réunion, l'administrateur de Busoni a été aussi démis de ses fonctions par le même Gelaz Ndabirabe. Nos sources disent que les Imbonerakure pro-Gihahe l'attendaient dehors et l'ont obligé d'enlever le t-shirt du parti CNDD-FDD. L'administrateur a dû emprunter 10 vêtements pour rentrer. Plus d'un critique l'arbitraire du président de l'Assemblée nationale qui, selon eux, exagère dans ses décisions, d'autant plus qu'il n'en avait pas les prérogatives. Vous saurez qu'aujourd'hui, l'administrateur Dismas Nsavimana s'est rendu à son bureau à pied car le véhicule de fonction lui a été déjà retiré. Nos sources font savoir qu'il était prévu que le conseil communal se réunisse aujourd'hui pour approuver et légitimer la destitution de cette autorité. Parlons à présent du bilan hebdomadaire de la sécurité. La RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat dans 4 provinces du pays au cours de la semaine dernière. 3 personnes ont été retrouvées mortes et une autre a été fusillée. Marie-Ange Irakoze. En province Changuzo, un certain Claude Ndayahande, surnommé Kimamara, a été retrouvé mort sur la colline Nyakivumu en commune Changuzo dimanche dernier. Selon nos sources à Changuzo, la victime a été tuée à coups de machette au niveau de la tête. 3 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Le même jour, un corps sans vie d'un homme non identifié a été découvert sur la colline Marambo 1 en commune Rugombo, province Chibitoke. Selon nos sources à Rugombo, la victime a été
été tué par des Imbonerakure qui l'accusaient de vol. Les administratifs en commune Rugombo demandent à la population de ne pas se faire justice. En mairie de Bujumbura, un certain Vianney Irategeka, commerçant au marché Bujumbura City Market dit chez Sion, a été retrouvé mort dans une maison de passage située au quartier Kigowe en zone Gihosha mercredi dernier. Ce commerçant avait été contacté par téléphone par des inconnus. Ce jour-là, il était introuvable toute la journée. La dernière victime répertoriée par la RPA est originaire de la province Gitega. C'est un commerçant de vaches dit nom d'innocent Njebari Kanouye. Il a été fusillé par un groupe de personnes non identifiées à son domicile sur la commune Mahonda en commune Gitega lundi dernier. Selon nos sources à Gitega, les tueurs ont volé des téléphones et une somme d'argent dont le montant reste inconnu. Pour clore cette édition, parlons de ce 19e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine qui se tiendra virtuellement demain. Le sommet examinera le rapport du Conseil des ministres sur les négociations entre la communauté est-africaine et la République démocratique du Congo sur l'adhésion de ce pays au sein de la communauté. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 28 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Nibasoumba, j'étais à la présentation. Au revoir.